va lui poser une question. Et pour y répondre, vous allez pouvoir tous y répondre. Je vais vous demander de scanner le QR code que vous avez là. Ça marche très bien. Avec votre téléphone, vous allez voir, c'est top. Et vous pourrez répondre à la question de Colline. Colline, bonsoir. Bonsoir. C'est à vous. Connaissez-vous EDF et moi? C'est un dispositif digital pour aider chaque citoyen à réguler sa consommation individuelle. Je suis Colline Bernardon, je suis issue de la génération Z et je suis fervente de ces démarches de digitalisation pour amener à une transition écologique. Mais je dois reconnaître y voir un paradoxe. Aujourd'hui, le digital pollue déjà beaucoup. Cela représente 16,9 millions de tonnes d'émissions de CO2 et cela ne cessera d'augmenter. Utiliser le digital pour la sobriété reviendrait à transférer la pollution due à la consommation individuelle dans le digital. Alors, une question se pose. Le digital est-il, selon vous, un moyen provisoire pour arriver à réguler la consommation individuelle ou avez-vous déjà des solutions pour limiter la pollution liée à ces dispositifs digitaux? Vous votez? On va avoir en live les réponses à l'écran. Donc on est à 54%, oui, mais c'est à nous d'équilibrer l'usage plaisir et utile. Ça, c'est serein. Merci Colline. On recommencera tout à l'heure. Alors, Émilie, je te passe la main pour ces entretiens, ces tables rondes. Allez, je fais les présentations. On a Grégoire Bruni pour Criteo. De toute façon, il y a leur petite fiche qui va apparaître pour leur titre. Laurent Barillon pour Citroën et Eric Trousset pour La Poste Solutions Business. À toi, Émilie. Bonsoir à tous les trois, merci d'être là ce soir pour nous aider à illustrer et à rentrer dans le concret, on a parlé d'abstrait tout à l'instant, de rentrer dans le concret de chacun des courants que Vincent a présenté à l'instant. Pour démarrer, petit warming up, est-ce que vous pourriez me dire chacun dans vos secteurs, quels sont aujourd'hui vos enjeux en matière de sobriété? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce terme évoque pour vous dans chacun dans vos secteurs? On va peut-être commencer par vous, Laurent. Bon, alors évidemment, quand on parle automobile, vous avez tous compris qu'il y a de vrais enjeux. Je vous donne quelques chiffres. L'automobile, c'est 10% du CO2, des émissions de CO2, en gros, en Europe, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, 25% du CO2 émis, c'est le transport en Europe. De ces 25%, 70% viennent du transport terrestre. Et de ce transport terrestre, 60% viennent de l'automobile. Donc oui, on a un sujet d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Et puis on a un autre sujet qui est bien sûr de la matière. Fabrice l'a dit, faire une voiture, ce sont des matériaux qui sont de plus en plus rares, compliqués à trouver et qui sont de plus en plus chers. Donc on a un enjeu de production, d'émissions, donc d'usage de l'automobile et puis de recyclage, c'est le dernier point. Donc de gros enjeux dans l'automobile. Face aux limites planétaires. Effectivement. Pour vous, Eric, côté de la Poste. Alors, je vais prendre juste là aussi quelques exemples d'enjeux pour illustrer le point de départ. On a 93 000 véhicules qui circulent, alors même si une partie importante est aujourd'hui électrique, mais tout n'est pas électrique. On a 11 000 bâtiments industriels, donc je mets de côté les bureaux de poste. Donc des bâtiments qui servent à faire la préparation, faire du tri, à faire du stockage. Donc on sait que le bâtiment est aussi émetteur entre autres de CO2. Donc on a beaucoup d'enjeux. Et puis prenons les tournées des facteurs. 6 jours sur 7, c'est une mission de service public sur laquelle il n'est pas question de revenir. Donc ce sont des millions de kilomètres qui sont parcourus chaque mois. Donc vous imaginez sur une année pleine. Mais ça fait partie d'un service qu'on doit rendre au public. Donc il y a un enjeu de décarbonation. Et puis on en parlera plus tard. Il y a aussi un enjeu, bien évidemment, d'optimisation. Okay, merci. Pour vous, Grégoire. Bonsoir. Du coup, nous, c'est plutôt sur le secteur de la tech. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tech, c'est 4% des émissions. Donc ça paraît peut-être peu, mais c'est amené peut-être à doubler d'ici 2025. Donc il y a une dimension d'urgence. Évidemment, les enjeux de la tech, c'est les mêmes pour un peu tous les acteurs. Nous, on est dans la publicité, mais on en parlera tout à l'heure. C'est plutôt des enjeux techno, donc d'hébergement de la data. Où est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle est acheminée? Ça, c'est un enjeu interne. C'est le premier point. Je pense que toutes les sociétés de tech réfléchissent à ça. L'autre point, c'est comment est-ce qu'on communique autour de ce qu'on fait.
comment on embarque aussi nos clients, nos collaborateurs. C'est un deuxième point. Donc les enjeux, ils sont plutôt là. Nous, on est un acteur de la tech, donc c'est pas très visible ce qu'on fait. Donc il faut qu'on l'explique. Et parce que ça nous est demandé, par nos clients, mais aussi par nos collaborateurs, il faut qu'on trouve des solutions techniques pour que tout simplement l'acheminement de la data soit le plus proche possible. Qu'on comprend tous que quand on fait un like sur Meta et que les données sont hébergées aux États-Unis et que ça vient de là-bas, ça a un impact qui est forcément plus important que si ces données elles sont hébergées à côté de chez nous, et ça, à une dimension mondiale, ça a un impact qui est très fort. Et donc nous, dans la publicité, on a ces mêmes mécaniques, on appelle de la data, et du coup on essaye de faire en sorte que ce soit le plus proche. Donc le premier enjeu, c'est vraiment notre ADN techno, faire en sorte qu'il soit responsable, et pour ça c'est le local finalement qui joue le plus grand rôle. On reviendra tout à l'heure sur votre techno. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Vincent. Dans les tendances qui émergent dans ce courant, il y a cette notion du enough, de la sufficiency. Et quand on a préparé cet entretien, Eric, vous m'avez évoqué une notion que j'ai trouvée assez intéressante en me disant qu'il fallait faire aujourd'hui le deuil des performances logistiques pour regagner en sobriété. Est-ce que vous pouvez raconter ce que vous m'avez raconté sur cette notion de deuil des performances logistiques et technologiques et en quoi elles peuvent permettre de regagner en sobriété? Comme ça, on va parler un petit peu de tech. Vous n'êtes pas sans savoir que la révolution digitale a créé une forme d'immédiateté dans les échanges. Et donc, quand vous êtes La Poste et que vous avez une fierté logistique à acheminer des lettres à J+1, il y a un moment donné, forcément, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore un sens d'acheminer des lettres à J+1, ce qui, forcément, implique une logistique de déplacement extrêmement importante. Et donc, le groupe La Poste a annoncé au 1er janvier 2023, donc dans quelques semaines, la fin du timbre rouge, le fameux timbre rouge qui incarnait cette promesse. Mais derrière, justement, il y a une logique économique, il ne faut pas se le cacher, mais aussi une logique de sobriété. Et c'est ce que j'aurais exprimé. Qui dit la fin d'un J+1, par exemple, ça veut dire qu'on va supprimer les dernières lignes aériennes qui existaient. Alors, en métropole, on va garder bien sûr l'avion pour les départements d'outre-mer, mais donc la fin des 3 dernières lignes aériennes. C'est, par la technologie, notamment l'intelligence artificielle, une revisite totale des liaisons de point à point, puisque je vais prendre un exemple concret. Il y avait jusqu'à présent une liaison quotidienne la nuit entre Dijon et Rennes pour transporter globalement en moyenne 500 lettres. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Pour autant, on ne veut pas dégrader le service public, et donc la fin du timbre rouge physique, et donc du J+1 qui devient du J+3, ce qui veut dire qu'en logistique, c'est beaucoup d'allègement et de sobriété. Donc pour compenser ce fait, on va créer finalement une timbre rouge digitale, c'est-à-dire que vous pourrez, via le site ou l'appli La Poste, être un J+1, mais donc le document sera créé en digital, sera imprimé au plus près du point de distribution pour finalement, là aussi, jouer la carte de la sobriété. Donc il n'y a pas de dégradation du service. Bon, c'est une illustration, mais vous imaginez que les enjeux, parce que je parlais tout à l'heure de millions de kilomètres, l'impact, ça va se compter en centaines de milliers de tonnes de CO2 qui seront économisées. C'est accepter de prendre plus de temps et ça va être un sacré changement de mindset. Laurent Maria, on partage un mot commun ce soir qui est ce mot enough, qui est un mot manifeste au cœur de votre projet du concept car Oli, et je crois qu'on va avoir la vidéo de lancement derrière nous pendant qu'on va échanger. Et donc vous dites stop à la techno pour la techno. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce concept car et ce qui vous a motivé à sortir ce concept car? D'abord quelques chiffres, parce que effectivement l'industrie du transport a un vrai challenge. Il ne faut pas croire que la voiture électrique est la réponse à tout. Et c'est ce qu'on a voulu expliquer. Je vous donne quelques chiffres. Une voiture d'un segment des voitures compactes, une Golf, il y a 30 ans, pesait moins de 800 kg. Aujourd'hui, l'équivalent de cette Golf en électrique, ça pèse 2 tonnes. Donc on a un sujet qui est le poids des voitures, et donc des matières, et donc du recyclage. 2, il y a le carburant que vous mettez dedans. C'est-à-dire que l'électricité que vous mettez en France,
elle est plutôt nucléaire, donc plutôt propre. Si elle est utilisée en Allemagne ou en Pologne, on a un vrai problème. Donc je donne 2-3 chiffres. Une voiture électrique achetée, produite, utilisée en France et qui meurt en France va émettre 10 tonnes de CO2 dans tout son cycle. La même voiture en Allemagne va émettre plus de 20 tonnes. Donc on a des vrais sujets à adresser qui sont comment on fait les voitures, comment on les utilise et comment on les recycle. Ce concept car, l'idée c'est de faire une voiture qui pèse 1 tonne, qui affiche 400 km d'autonomie, mais pour arriver à faire ça, une voiture abordable et efficiente, il faut qu'on se prive de quelques éléments. Donc l'idée c'est de se dire peut-être qu'on va mettre moins de choses dans les voitures, moins de gadgets, moins d'écrans, moins de puissance et qu'on va revenir à une consommation un peu plus raisonnée de l'automobile. Après, on peut parler d'usage, bien sûr. L'idée de ce concept car, c'est d'être utilisable et d'être recyclé pendant plusieurs vies pour justement avoir un bilan carbone qui soit vertueux. Notamment la limitation de poids, moi je retiens ça, qui fait écho à une autre tendance qu'on avait vue sur le lean, c'est comment on fait de la sobriété parce qu'on réduit le gras. Quelqu'un en a parlé aussi tout à l'heure, je crois que c'est Fabrice. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est à l'origine du modèle de Criteo, finalement, comment on enlève le gras pour rechercher de la performance plutôt que de la répétition publicitaire. Et du coup, voilà, je voulais peut-être que vous nous donniez quelques conseils sur comment réintroduire la pensée lean finalement dans son quotidien d'entreprise. Oui, nous c'est notre modèle qui est efficace. On cherche à engager le plus possible les internautes avec la publicité parce qu'on sait ce qu'ils achètent. On est connecté à 22 000 e-commerçants, donc on connaît les comportements d'achat des consommateurs. Quand on comprend ça, on leur adresse de la publicité efficace. C'est-à-dire qu'on ne va pas exposer de la publicité à quelqu'un qui n'est pas engagé dans la démarche d'acheter le produit ou le service qu'on lui propose. Donc forcément, on répète moins. Qui dit moins de répétition, dit moins de sollicitation de la donnée, dit moins d'exposition, dit moins de techno qui travaille derrière. Donc en fait, l'efficacité, elle est au cœur de la sobriété. Donc notre modèle, il est sobre par essence. Et en vérité, c'est notre modèle économique qui est construit autour de ça. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que quelqu'un l'a dit, les modèles économiques sont au cœur des réflexions de la sobriété. C'est ce qu'on fait chez Criteo, c'est-à-dire qu'on a construit un modèle qui, par essence, se veut sobre, mais tout simplement parce qu'on fournit la meilleure performance à nos clients en adoptant cette approche. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, finalement, sur laquelle on ne communique pas vraiment, mais Criteo a été inventé il y a plus de 15 ans et en fait, ça a été de base l'ADN de la société. Et aujourd'hui, on en parle et en fait, on soulève le capot du moteur pour leur dire le moteur, il fonctionne comme ça. Et en fait, on en bénéficie tous, à la fois dans la performance, mais aussi justement pour mener finalement ces campagnes de façon responsable. Donc, c'est un plaisir que d'ouvrir le capot et d'expliquer en quoi cette sobriété elle est profitable pour tous. Justement, en termes de sobriété profitable pour tous, on a pas mal parlé donc de technologie, on parle pas mal d'efficacité énergétique, environnementale. En quoi aussi on peut travailler sur le volet et l'aspect plus social, parce qu'il ne faut jamais oublier, hein, souvent on parle de RSE, le S et le E, l'écologique et le social. Comment vous intégrez cette logique du social? Vous, par exemple, à la Poste, vous parliez de continuité territoriale. Absolument. En fait, ça passe. D'abord, c'est dans l'ADN de la Poste, qui, je le rappelle, est entreprise à mission depuis presque 2 ans, enfin depuis début 2021, pardon. Le volet social, il concerne à la fois les collaborateurs, mais aussi les citoyens et les clients de la Poste. Donc, ça passe par la création de nouveaux services que l'on peut apporter en capitalisant justement sur ce réseau humain de facteurs. Donc ça a commencé d'abord par des services à la personne, le portage, enfin la surveillance de personnes âgées, portage de repas, on n'est pas Deliveroo, hein, portage de médicaments, portage de courses aussi sur des personnes à mobilité réduite. Et puis on s'ouvre aussi au monde de l'entreprise, toujours en capitalisant par ce réseau de facteurs. Je vais prendre un exemple qui peut concerner un certain nombre d'entre vous, l'installation de PLV dans des points de vente. Et vous allez me dire quel est le lien avec la sobriété, c'est que de toute façon, le facteur, il fait sa tournée et tous les jours, il prend le même chemin.
Donc on a travaillé par exemple, avec une marque comme Colgate qui voulait toucher des pharmacies. Eh bien, par les facteurs, on a pu toucher 5000 pharmacies, là où la force de vente B2B de Colgate ne le permettait pas forcément. Et puis tout à l'heure, je parlais des bâtiments, on a beaucoup de mètres carrés. On peut par exemple faire de la logistique marketing, ce que l'on fait depuis le début de l'année pour Coca-Cola, avec une appli qui est dédiée aux commerciaux de Coca-Cola, et on utilise nos mètres carrés pour stocker du matériel dédié aux commerciaux qui vont remettre à leur réseau de CHR, par exemple. Donc, on utilise, le volet social, c'est l'employabilité de notre force que sont les facteurs. Et donc, on crée de nouveaux services en B2C et en B2B pour être au plus proche des besoins de nos clients, grand public ou entreprises. Alors justement, en parlant de besoins clients, comment, et c'est un peu la question qu'on a essayé de poser à travers cette étude, c'est comment on arrive à rendre cette notion de sobriété désirable, et par exemple pour Oli, comment vous faites de ce concept-car un objet de désir futur pour les consommateurs? Le premier point déjà, c'est il faut faire un objet accessible. On en a parlé beaucoup. Cette transition, on ne va pas y arriver si on fait des objets électriques qui sont hors de prix et que les gens ne peuvent pas acheter. Aujourd'hui, le revenu moyen d'un acheteur électrique en France, c'est 70 000 euros. C'est 3% de la population française. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire de l'inclusion. Donc il faut faire des objets accessibles, et qui dit accessible dit moins de batterie dedans, donc moins de poids et plus de vertu. Deux, bien sûr, il faut changer nos usages. Si vous faites 5000 km par an et que vous habitez en centre-ville, n'achetez pas une voiture électrique. Gardez une petite voiture thermique, etc. Deux, effectivement, il faut apprendre à mieux consommer. Quand vous achetez une voiture électrique ou hybride, regardez sa consommation, comme on le faisait pour une voiture thermique. Donc, honnêtement, on va y arriver, sans se priver. Il faut peut-être aussi arrêter d'acheter des objets qui consomment trop. Donc, trop de gadgets, trop de choses futiles. On retrouve les mêmes tendances dans toutes les industries. Et puis, trois, peut-être qu'il va falloir qu'on reprenne le temps de vivre. Juste deux chiffres, et après j'arrête. L'été, il y a des grandes transhumances de gens qui descendent du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe pour aller prendre un bout de soleil. On sait que quand tout le monde aura une voiture électrique, il y aura un gros problème pour recharger ses voitures sur les kilomètres qu'ils parcourent. Il faudra en moyenne une centaine de superchargeurs sur toutes les stations essence dans l'Europe du milieu. Et personne ne va les financer parce que ça n'a aucun sens économique. Donc peut-être que demain, quand on partira en vacances, on prendra une journée pour aller sur le lieu de vacances, s'arrêter au bord de la route et redécouvrir nos territoires. L'Allier, exactement, le centre, exactement. Donc on va y arriver, mais de manière positive. Grégoire, peut-être un mot de la fin pour vous sur comment on rend cette sobriété désirable auprès des clients. En fait, on est sollicité par nos clients sur le sujet. Il y en a quelques-uns dans la salle, d'ailleurs, que je remercie de s'être rejoint à nous. Mais tout le monde fait cet effort de mesurer son empreinte, de trouver des solutions et aussi de se réunir autour de la table pour se dire, nous, dans le secteur de la publicité, quelle est la mise en commun qui peut faire sens pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, en fait, c'est vraiment une envie réciproque. Je pense que les marques ont vraiment ce désir-là. Les acteurs qui servent les marques, comme les agences médias, comme les adtech, etc., ont aussi la volonté de mettre des choses en place, mais surtout qu'on puisse le faire en cohérence, tous ensemble. Donc c'est vraiment un effort collectif. Et d'ailleurs, merci pour l'organisation de cette soirée. Ça nous permet de mettre en commun nos idées, nos initiatives. Et je suis sûr qu'on va continuer la discussion après ce soir pour rentrer dans le concret de ce qu'on fait ensemble. Elles sont nombreuses. Merci à tous.